J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et particulièrement quand j'étais tout jeune, je suis né dans une famille de musiciens. Ma grand-mère jouait très bien du piano, mon grand-père un peu moins bien du violoncelle, mais tout de même pas mal. Mon père dirigeait le conservatoire du Mans, où je suis né, et ma mère était un merveilleux professeur de chant et de diction. Et aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je me vois devant mon piano en train de plaquer des accords que j'écoutais très longuement et avec déjà une certaine volupté musicale. Car je pense que la musique est faite pour donner du plaisir et non pas pour embêter les gens. Et je crois aussi à l'inspiration, dont on n'est pas responsable d'ailleurs. Et c'est tellement vrai que quand j'étais donc tout petit, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, j'étais au piano, quand un ami de la famille, un vieux monsieur, est entré, et je l'ai foudroyé du regard en lui disant « Ne me dérange pas, monsieur, j'inspire ». Et puis, je suis sorti du conservatoire du Mans bardé de diplômes, qui n'avaient pas une valeur très extraordinaire. Et mon père, qui ne savait pas trop quoi faire de moi pour me former, a eu l'idée d'envoyer à Maurice Ravel des petites pièces que j'avais composées pour ma cousine Jacqueline. Et contre toute attente, Ravel a répondu. Une lettre extraordinaire, disant qu'il faut lui apprendre la musique intuitivement. La rhétorique viendra plus tard. Et conjointement, mon père avait écrit à un autre ami qui était pris de Rome, qui lui a répondu exactement le contraire. À cet âge-là, on n'invente pas, on imite. Et je crois tout de même que c'est Ravel qui avait raison dans cette circonstance. Cher Jean-Français, vous avez trouvé votre style personnel dès vos premières heures, alors que vous étiez encore très jeune, et vous vous y êtes toujours tenu. Déjà, dans votre concertino pour piano et orchestre, qui date de 1932, vous étiez totalement vous-même, et vous n'aviez alors que 20 ans. Cette création, en 1936, je crois, à Baden-Baden, en Allemagne, lors d'un festival de musique contemporaine, avec un public extrêmement sélect et informé. Cette création fut un triomphe et Henrik Strobel, l'éminent musicologue et critique allemand, ami de la musique française, Erich Strobel écrivit à son propos un article dont je détache ces quelques lignes. Après tant de musique problématique ou inauthentique, ce concertino fut comme de l'eau fraîche qui jaillit de la source avec la spontanéité gracieuse de tout ce qui est naturel, et en même temps comme la création d'un artiste doué d'une lucidité et d'une conscience rare de nos jours. Ces lignes sont significatives si l'on sait qu'Henrik Strobel
s'illustra dans les années 50 et 60 comme l'un des plus fervents et d'ailleurs très sincères supporters d'un mouvement avant-gardiste si intransigeant à l'époque, le mouvement post-sériel. Mais Strobel savait reconnaître la qualité et celle-là était exceptionnelle. La musique de Jean Francet est une musique qui coule de source, est une musique qui chante. Vous savez, la musique, elle a commencé finalement quand on entendait un pâtre dans la montagne qui jouait du pipeau ou de la flûte à bec. C'est ça le démarrage de la musique. Et également les tambourins, le rythme. Ce n'est pas la forme, le formel qui est intéressant. C'est dans tout le domaine des arts, c'est la même chose. Quand je compose, je me mets à la place du public et j'essaie d'imaginer ce que le public ressentira quand il entendra ma musique. Quand j'étais tout gamin, j'étais poussé par une espèce de voix intérieure à la Jeanne d'Arc à composer. Et puis j'ai commencé à raisonner et à comprendre que tous les grands compositeurs du passé formaient une espèce de chaîne à travers le temps. Que Haydn a influencé Mozart,
que Mozart a influencé Beethoven, Schumann, etc. Donc la connaissance du passé est primordiale pour faire de la nouveauté. Et je crois que pour faire de la nouveauté, il ne faut faire appel à aucune théorie. Lucifer, Belzébuth, Léviathan, Piatoc, Astaroth, Uriel, Flagel, Belphégor, Mon diable boiteux commence par une tenue de corps. Et Mademoiselle Boulanger, qui dirigeait l'orchestre à la première, a demandé au corniste pourquoi il faisait un vers montagnat alors qu'elle voulait un vers véronèse. Et le corniste l'a regardé avec des yeux exorbités parce qu'il décarcassait pour deviner ce qu'elle voulait bien pouvoir dire. Il y a eu aussi un deuxième incident que j'avais directement provoqué. La harpe était tenue par la célèbre Lily Laskin, qui jouait admirablement, mais qui était toute petite. Et je m'étais arrangé pour lui faire jouer avec une main l'extrême grave de l'harpe et avec la main droite l'extrême aiguë. De sorte que, comme elle était toute petite, elle avait le nez qui touchait presque le centre de l'harpe. Et elle a dit, et en plus, il se fiche de moi. C'est une musique toujours très remarquablement faite, remarquablement écrite, avec un vrai jaillissement de la mélodique et rythmique. Ce sont des œuvres qui vont très loin, mais avec charme. La texture instrumentale chez Jean Français est toujours infiniment intéressante, n'est-ce pas? Même dans ses pièces pour ensemble restreint, comme par exemple votre fameux quintet qui a été joué je ne sais combien de fois, quintet avant, n'est-ce pas? Je me souviens, il y a très Et qui est joué de mieux en mieux. Et cette texture-là, on la retrouve. Et vous voyez que dans cette œuvre tout à l'heure, il y a aussi des petits groupes. Moi, ça me touche beaucoup quand j'aime bien traiter l'orchestre comme ça, des petits groupes instrumentaux qui se détachent. Il utilise je ne sais combien de fois de basson, enfin, etc. La musique de Jean Français s'inscrit réellement dans la tradition de la musique française telle qu'on peut la connaître ou la définir depuis déjà très longtemps, depuis la polyphonie du Moyen-Âge, depuis les œuvres tout à fait classiques de Couperin à la fin du XVIIe siècle, de Rameau en plein XVIIIe siècle et d'écoles plus contemporaines. Je crois qu'il y a une musique française bien caractérisée, comme il y a une musique de type italien ou de style allemand. Et cette musique, comme celle d'ailleurs de Jean Français, a des qualités communes, l'absence d'enflure, l'absence d'excès, ce qu'on appelle en littérature la litote, c'est-à-dire en faire un tout petit peu moins plutôt qu'en faire trop, que rien ne soit de trop, un certain type d'élégance, beaucoup d'ironie, bref, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le goût, le bon goût. Et dès le moment où en France on dérape sur ce goût, eh bien, on n'est plus
dans la tradition française, on fait ou trop abstrait, ou trop sentimental, ou trop dégoulinant, ou trop de mauvais goût, etc. Et ça ne rentre plus dans cette tradition. Nous ne savons plus le faire. Et que ce soit en musique, en littérature, dans les arts plastiques, et même dans des activités plus humbles comme les équipes de sport, lorsque en France on fait dans l'excellence, comme par exemple les Fables de La Fontaine, on obéit toujours à ce type de qualité. Et c'est ainsi qu'on peut définir un style français, général, global, qui, à mon avis, est un tout petit peu difficile. Et c'est pourquoi les Français le reconnaissent mal, alors que certains étrangers le reconnaissent admirablement. Pourquoi ? Parce que ce bon goût, cette absence d'excès, demande une certaine formation et même un peu d'austérité. Cette légèreté qui ne s'obtient qu'à force de travail et qui rit de la lourdeur, doit être apprise et demande une certaine difficulté. Dès lors, le style français, en littérature, art plastique, même dans la conversation, même dans la parole, même dans le langage ordinaire, est toujours d'une certaine manière un peu faible. Parce que celui qui fait des excès, qui en met trop, qui en remet, comme on dit, c'est-à-dire qui en remet dans l'émotion, qui en remet dans la grandiloquence, dans le mauvais goût, etc., va gagner à tous les coups, puisqu'il aura le maximum de gens qui considéreront que c'est beau, que c'est grand, que c'est émouvant, etc. Donc celui qui utilisera ces moyens va gagner, va l'emporter. Tandis que nous, qui nous interdisons ce type de moyens, nous risquons toujours un peu de perdre.
C'est-à-dire que Jean Français était dans la tradition, il était superbement dans la tradition, en qualité, en goût, en légèreté, en ironie, en intelligence, quelquefois en comique, quelquefois en sourire, n'est-ce pas? Et comme il jouait avec les cartes en question, les cartes de la litote, de ne pas en faire trop, il a été moins connu, ou peu connu, et ceux qui ont été connus étaient les trop abstraits, les trop émouvants, etc., ceux qui se donnaient des moyens que Jean Français ne se donnait pas. Par conséquent, le destin de Jean Français est à la fois lié à ce qu'il y a de plus profond dans l'histoire et la tradition du style français, mais aussi lié à un certain type d'échec de cette tradition, parce qu'elle est un tout petit peu trop difficile. Et pourtant, elle est simple, transparente, légère, humoristique, comique, chatoyante, jeune, fraîche, distinguée. Vous voyez ? Mais voilà, elle ne se donne pas les moyens médiocres du succès facile. Et donc, pour apprécier Jean Français, il faut d'abord comprendre qu'il émane de cette tradition, qu'il dit de cette tradition ce qu'on peut en dire à l'extrême pointe des années où il a écrit. Et il ne faut pas oublier que ces années-là sont la suite de ce que probablement la France a donné de plus grand, puisque entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, la plupart des compositeurs qui comptaient dans le monde étaient français, puisqu'on a un mot de Bartók qui disait que sur 10 compositeurs actuels dans le monde, il y en avait 7 de français, ce qui était vrai. Et parmi eux, il y avait des gens comme Ravel ou Chabrier, dont Jean Français était l'héritier direct. Évidemment, cela fait partie d'une très grande tradition, même si on n'aime pas tellement le mot tradition, parce que tout de suite on dit ça évoque tant quelque chose du passé, toujours le passé. Bon. Mais tradition, alors c'est à la fois c'est les plus grands musiciens français, et un dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, c'est Chabrier. Et c'est son centenaire cette année. Oui, Chabrier. C'est son centenaire. C'est son centenaire, et vous savez qu'à Édimbourg, au festival, cette année, on a monté toute son œuvre. Et Ravel disait de lui, c'est le fondateur de la musique française. Et de l'harmonie. Et c'est ça, et ça, Chabrier, pour moi, c'est très important aussi. Enfin, c'est un petit peu mon ancêtre.
Il a été un des élèves chéris d'un des plus grands professeurs de notre temps, professeur de composition, qui était Nadia Boulanger. Je crois qu'il l'aime beaucoup. Il a une grande révérence envers l'enseignement qu'elle lui a prodigué. Et ce très grand pédagogue, qui était une amie intime de Stravinsky, a su toujours, dans le cœur de ses élèves, trouver ce qui était leur véritable destination, leur véritable vocation. Elle qui me disait enfant, quand je l'ai connu dans son appartement, que Jean Francé, lui-même déjà enfant, ne faisait jamais des fautes d'harmonie. Et il nous disait qu'il avait une telle intuition qu'il ne pouvait pas se tromper. Et qu'en fait, il n'y avait rien à lui apprendre, il n'y avait qu'à éplucher. Mon maître était Nadia Boulanger. Et je dois dire que si je fais appel à mes vieux souvenirs, j'étais déjà moi. Mais il s'est trouvé que quand j'ai commencé à travailler avec Nadia Boulanger, inconsciemment, elle m'a influencé parce que Stravinsky était son dieu. Alors j'ai composé une symphonie qui a d'ailleurs été jouée et dirigée par Pierre Monteux. Et c'était très amusant parce que dans ce public étaient venus tous les vieux abonnés de l'opéra pour entendre Georges Thill, qui était le grand chanteur de l'époque, et le Jean Verdi, enfin vous voyez ça. Et quand je suis arrivé avec ma symphonie influencée par Stravinsky, ça a fait un scandale épouvantable que j'avais absolument pas prévu. On m'a d'ailleurs accusé d'avoir organisé le scandale. Mais enfin, j'ai donc été influencé par Stravinsky, mais je crois que je m'en suis écarté assez vite. Même quelquefois, Nadia Boulanger m'en faisait le reproche inconsciemment. Je dis, Et alors mon père ne voulait pas que je travaille avec Ravel parce qu'il avait peur que je fasse du Ravel. Et je suis tombé, si j'ose dire, de Caribe en Scylla. Mais par ailleurs, Nadia Boulanger m'a appris beaucoup de choses, pas au point de vue contrepoint ni harmonie, je détestais cela, mais au point de vue construction. C'est elle démontait devant moi une œuvre comme on démontre une montre, vous savez. Et puis on reconstruisait la montre ensemble. Et elle disait, tu vois, les gens s'imaginent que tout vient du ciel directement. Eh bien non, il y a quelque chose qui vient du ciel, mais il y a aussi beaucoup de travail pour exploiter comme il faut le premier éclair. Nadia Boulanger avait essayé de m'apprendre le contrepoint et l'harmonie, mais elle n'a jamais pu y arriver. Parce que j'ai pratiqué la technique de l'édredon. Et dans le fond, c'était un bon instinct parce que un compositeur qui est doué doit sortir de l'ornière commune. Ne pas s'engluer dans le style prix de Rome ou dans d'autres directions un petit peu trop ésotériques. Je crois qu'il faut vraiment être libre. La création musicale, c'est vraiment l'apologie de la véritable liberté. Le grand maître Igor m'a donné un seul conseil, mais qui m'a été fort utile. Il m'a dit, quand vous orchestrez, il faut que votre orchestration sonne comme un piano idéalisé. C'était d'ailleurs un peu une allusion à certaines musiques un peu foireuses, où on ne sait pas très bien où on va. Donc l'orchestre de Prokofiev est également un orchestre qui sonne comme un piano idéalisé. Et comme par hasard, Stravinsky et Prokofiev jouaient très bien du piano. Et moi, j'en ai joué pas mal, puisque j'avais mon premier prix à Paris, comme tout le monde. D'ailleurs, sur les conseils de Nadia Boulanger, qui disait, tu joues assez bien du piano, mais pas assez bien. Pianiste inexplicable. Vous savez qu'il a été élève de Isidore Philippe. Il avait une technique pianistique extraordinaire. Mademoiselle Boulanger disait, il n'y a que Jean Francé qui sait jouer en musique de chambre avec Gendron. Grand piano à queue ouvert, sans jamais couvrir le violoncelliste.
Et c'était pour moi une gageure que d'y arriver moi-même, parce que je savais qu'il savait trouver, non pas à s'effacer, mais il savait comment organiquement l'œuvre est faite. Et donc quand il interprétait une œuvre, et pas que les siennes, il savait la mettre en valeur. Et donc, il avait encore une fois au piano ce jeu d'intelligence, qui était cette intelligence pétillante qui le menait dans son écriture. La musique de Jean Français est rieuse, elle est comique, elle est drôle. Elle est drôle comme sont drôles les textes de Gargantua ou les contes de La Fontaine. C'est une musique heureuse. Il a aussi des moments de grande émotion, des moments de profondeur, de gravité, d'ailleurs dans un certain nombre d'œuvres. Mais c'est beaucoup moins difficile d'écrire des œuvres très émouvantes que de se manifester dans le domaine de la gaieté, de la joie. Au fond, l'important est toujours ce qu'un homme qui travaille et qui fait une œuvre veut mettre en avant. Quand vous écoutez certains compositeurs allemands, par exemple, ils mettent en avant leur science. C'est-à-dire, on se dit « Ah, que cette fugue est réussie! Ah, mon Dieu, que ce contrepoint est compliqué! Ah, quelle cathédrale, quelle construction !» Vous ne le dites jamais, ni pour Couperin, ni pour Rameau, ni pour Jean Français. Pourquoi ? Elle existe, cette construction. Elle est aussi complexe, elle est aussi raffinée, elle est aussi sophistiquée, mais elle est en arrière. Et ce qui est en avant, c'est ce que demain, les lavandières chanteront en lavant leur linge. C'est-à-dire, c'est la simplicité, c'est la transparence, c'est le caractère populaire qui est devant, et la science est cachée parce que ce style français a la pudeur de son savoir. Et ça, c'est vrai depuis Montaigne, c'est vrai depuis La Fontaine, c'est vrai depuis Malherbe, c'est vrai depuis toujours. Qui met sa science en avant est un sot en France. Et nous avons raison. Pendant ce temps, Gargantua volait au secours de son père de toute la vitesse de son cheval. L'armée du vieux Grand Gousier acclama le retour de Gargantua. Par la science militaire de ses chefs et l'argent du bon roi, elle était un véritable mouvement d'horlogerie. L'avant-garde était conduite par le comte de Tiravant. L'infanterie par le lieutenant Taille-Boudin. Le général Brisfer commandait la cavalerie et l'arrière-garde était placée sous le fameux colonel Tapcu. Gargantua, dont les exploits allaient passer ceux de Thémistocle, Scipion et César réunis, eut la charge totale de l'armée. Il résolut qu'à la nuit tombante, on marcherait sur la forteresse de la Roche-Clermont pour y surprendre Picrocole. Et je dois dire que depuis mon enfance, j'ai une grande vénération pour M. Rabelais. Quand on pense qu'il a vécu il y a un demi-millénaire et que l'esprit français était déjà absolument tel qu'il est maintenant, la façon de prendre les choses les plus sérieuses à la blague, de telle façon que certains étrangers nous sous-estiment, ils nous prennent pour un peuple léger. Mais s'ils lisaient derrière Rabelais, derrière Molière, qui sont soi-disant des gens drôles, ils verraient qu'il y a pas mal de drames.
quand ce ne serait que celui de la guerre, qui était évoqué par Picrocole. Quand le soir fut venu, Gargantua se dressa haut et fier et commanda « En avant ! Marche !» Tous en si bon ordre que vous eussiez dit les enfants d'Israël quand ils quittèrent l'Égypte pour passer la mer Rouge. Comme on approchait de la roche Clairvaux, l'armée fut surprise par une grosse pluie. Aussitôt le Gargantua s'écria « Maman !» Alors, rassemblant tous ces gens devant lui, il se mit à genoux et s'avisa de tirer la langue peu à peu, les en couvrant comme une mère poule fait avec ses poussins, de sorte qu'on pouvait aller et venir là-dessous, comme on fait dans Notre-Dame de Paris ou dans la Sainte-Sophie de Constantinople. Maintenant, cataracte du ciel, déversez-vous à loisir. Les soldats de Gargantua se moquent bien de vous. Bien au chaud, ils rêvent à de nobles prouesses. J'ai composé cette œuvre-là quand j'habitais encore dans ma ville natale du Mans, à la campagne, et après tout, pas tellement loin de là où est né Rabelais, près de Vendôme. De sorte que dès mon enfance, j'étais bercé par la campagne mancelle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la campagne normande. D'ailleurs, nous sommes des espèces de Normands dégénérés. Et j'ai fait cohabiter presque instinctivement le classicisme et le modernisme dans ma partition. Parce qu'encore une fois, depuis 500 ans, l'esprit français n'a absolument pas changé et j'espère qu'il ne changera pas d'ici longtemps. J'ai fait un film avec Louise de Villemorin et Jean Cocteau était le conseiller artistique du film qui s'appelait Le lit à colonnes. Et dans ce lit à colonnes, il y avait naturellement, comme dans la plupart des films, une valse à composer. Alors j'ai composé une valse, j'ai joué à Cocteau, qui m'a dit « mais c'est beaucoup trop bien, ça c'est faites-moi une autre ». Alors j'ai composé une deuxième valse, qui était déjà un peu plus comme ça, mais c'était encore beaucoup trop bien. Alors je lui dis « mais jusqu'où est-ce que vous allez me faire descendre ?» Alors il a fini par me dire, en me regardant dans le blanc des yeux « mais enfin français, vous ne savez non pas que le cinéma, c'est fait pour la canaille ». Alors je laisse à Cocteau la responsabilité de son propos parce que ça n'est pas mon avis. D'autant plus que j'avais avant fait un film avec Sacha Guitry qui s'appelait Les Pères de la Couronne et qui ne s'adressait pas du tout, comme il le disait, à la canaille. Il s'adressait au vrai public de Molière, c'est-à-dire qui plaisait à la cour et au parterre. Le dernier s'appelle Assassin et voleur, qu'il a composé alors qu'il était déjà très très malade. Il était dans une petite voiture. Et il est resté assez bouffe jusqu'à la fin, mais dans le fond, c'était un personnage assez pessimiste. Et son médecin s'appelait Jean Racine. Quand on compose de la musique de film, ce sont souvent des fragments de 30 secondes ou une minute. Une minute, c'est très long au cinéma. Mais j'arrivais à l'intérieur de ce tout petit minutage, à faire une exposition, un développement, une conclusion. Et croyez-moi, le public est inconsciemment sensible à une chose bien construite.
rencontré Jean Français pour la première fois lors de mon arrivée à Paris. Et c'est une rencontre sentimentale pour moi, puisque c'était ma première apparition comme chef d'orchestre à Paris. On jouait l'Apocalypse de Jean Français au Théâtre des Champs-Élysées. C'était Roger Desormières qui dirigeait l'orchestre Céleste sur la scène, et moi, l'orchestre Infernal dans la fosse d'orchestre. Et c'était vraiment, d'abord, c'est un ouvrage merveilleux, qu'on n'a pas entendu depuis, en France. Et c'était ma première apparition, donc pour moi, c'est quelque chose de sentimentalement très fort. C'est une œuvre qui me tient à cœur. J'ai suivi le texte de Saint-Jean de très près. C'est pas du religieux pour touristes, c'est vraiment basé sur l'écriture. Et c'est la lutte, je ne dirais pas que c'est la lutte du bien et du mal, c'est Dieu qui a créé le mal, enfin c'est pas moi qui parle, c'est l'Apocalypse. Dieu a créé le mal pour éprouver les gens. C'est-à-dire que ça n'est pas manichéiste du tout. Il y en a un qui a déjà perdu d'avance. Il fait passer un examen de passage. Alors j'ai divisé mon orchestre en deux, l'orchestre céleste et l'orchestre infernal. Et comme le mal contrefait tout ce que fait Dieu, j'ai mis par exemple le grand orgue dans l'orchestre céleste et l'harmonium dans l'orchestre infernal, avec les accordéons et les saxos. Et c'est pas une fantaisie, ça correspond vraiment au texte. Je suis absolument persuadé que la musique de Jean Français vivra beaucoup plus longtemps que des musiques qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé, dans certains pavés seulement, et qui se croient très supérieures et qui en fait ne vivent pas par le cœur. Ce qui ne vit pas par le cœur en musique n'existe pas. Or, Jean Français, c'est avant tout la musique du cœur. C'est un monsieur qui a toujours été au centre de la musique française, parce qu'on sait qu'il était énormément représenté à l'étranger, et qui n'a pas eu d'influence en fait directe sur les générations qui l'ont suivi, et a fortiori la mienne. Donc je dirais peu, et en même temps beaucoup, parce qu'il représente néanmoins une histoire de la musique moderne, hein, c'est-à-dire celle du début du siècle, très très affiliée à celle de Ravel et à l'histoire de l'entre-deux-guerres. Donc je dirais que c'est quand même une histoire que l'on connaît bien, même si effectivement il serait bon aujourd'hui de la préciser, enfin, et de la connaître mieux. Puis depuis, il a écrit énormément. Ça, je trouve ça, c'est aussi une chose que j'admire, parce que moi, je n'écris pas, je sais pas, sans les circonstances. C'est comme ça, et puis on ne se refait pas. Et puis il y a des différents tempéraments. Regardez Darius Milhaud, qui ne cessait d'écrire. J'envie et je trouve ça très bien, mais il faut s'organiser d'une certaine manière et c'est pas commode. Mais c'est certain que dans l'apprentissage d'un compositeur, enfin je dirais d'un musicien, d'abord il est très présent dans les conservatoires parce qu'il a un répertoire très important qui permet, enfin qui est très pédagogique, qui permet disons d'entrer dans la musique du XXe siècle.
Et en même temps, dans l'histoire, je dirais, de l'histoire de la musique dite contemporaine, vocable atroce, mais enfin c'est le seul qu'on ait, il est tellement aux antipodes de ce qu'ont été les grandes évolutions, terme que je préfère à révolution naturellement, qu'en fait il n'y a personne n'y prend part, ni lui ni nous. Enfin quand je dis nous, c'est-à-dire ce que nous sommes. Et c'est probablement une erreur. Il fait partie des compositeurs qui m'intéressent, avec un langage et une manière d'écrire plutôt traditionnelle, avec un contrepoint, une manière d'envisager l'écriture qui est considérée à tort, à mon avis, comme ancienne, mais qui donne toujours des résultats assez intéressants. Et dans le cadre de Jean Français, c'est un compositeur beaucoup plus important qu'il n'y paraît, ça c'est sûr. Évidemment, il fait pas partie de cette mouvance de compositeurs qui écrivent de la musique en ayant abandonné totalement le langage traditionnel. Mais malgré tout, je trouve qu'il s'inscrit complètement dans une perspective actuelle. C'est sûr que sa musique a un très grand pouvoir d'être diffusée. Hein. On sait qu'il est le compositeur le plus joué à l'étranger. C'est vrai qu'en France, il a sans doute pas été acclamé comme il aurait dû l'être. Ça aussi, ça sert à rien d'accuser finalement les uns les autres. On ne sait pas ça. Hein. On ne sait pas ce qui se passe sur ces choses-là. On ne sait pas quels sont les réseaux de diffusion et pourquoi, après tout, le travail des éditeurs, des chefs d'orchestre, l'imprégnation de cette musique dans le tissu musical. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. En tout cas, c'est sûr que vu de l'extérieur, c'est très exotique. Hein. Surtout avec un nom pareil. Jean Français, c'est extraordinaire quand même. Jean Français est un homme qui ne s'est jamais laissé influencer par l'air du temps. Jean Français est un de ceux qui a donné à la musique de notre pays parmi les plus jolies pages que l'on puisse rêver. C'est un homme qui écrit une musique d'abord qui souvent vous touche, une musique sensible et qui, dans sa modernité, n'a pas voulu casser le langage profond de la musique, qui a su à la fois avoir son langage très personnel, sans rupture, cette rupture qui a fait tant de mal à la musique de nos jours, de cette musique que l'on dit contemporaine, comme s'il y avait une musique comme si, et puis une musique contemporaine. Ce qui est absurde. Ce qu'est l'œuvre et la façon dont cette œuvre va se déployer, advenir dans l'avenir, ça, on ne peut pas du tout préjuger. Quand je parlais tout à l'heure de quelque chose qui était sans avenir pour nous, j'ose penser qu'on est incapable de... Enfin, ce serait idiot de ma part de dire mais c'est une vieille musique, de toute manière, tout ça c'est réglé. Moi, j'en sais rien du tout. Franchement, j'en sais rien. Et on peut le considérer pour son époque le meilleur représentant de la tradition et des sources françaises, et probablement le compositeur qui, personnellement et à beaucoup d'autres, nous a donné le plus de plaisir. Plus je vieillis, plus je sais qu'une œuvre est belle, mais moins je peux dire pourquoi. Il y a un côté impondérable, mystérieux dans la musique, qui fait tout son charme. Si on pouvait tout expliquer, ça n'aurait plus aucun intérêt. Et dans le fond, la destinée humaine, c'est un petit peu le reflet de l'univers musical.